Ah, je clappe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça sera pas enregistré. Olivia, bonjour, bienvenue. On est dans Talk to You, donc programme de Mountain Changemaker. Dans Talk to You, on a une tradition. Quand on a un invité, c'est de commencer par mieux le connaître. Et on va commencer par écouter une petite bio faite pour vous. Olivia, vous incarnez la 4e génération à diriger Snell Sport, une institution chamoniarde fondée en 1934 par votre arrière-grand-père, Harold Snell. En prenant les rênes de ce magasin emblématique en 2024, vous perpétuez un héritage familial tout en apportant votre propre vision et votre dynamisme. Votre lien avec la montagne est une évidence. Né en 1997 à Chamonix, vous avez grandi au cœur des Alpes, baignant dans un univers de sport et de nature. Grande sportive, vous excellez dans de multiples disciplines, ski, course à pied et équitation. Vous avez participé à l'Ironman d'Aix-en-Provence, un triathlon exigeant après plusieurs mois d'entraînement. En mai 2020, après la première vague de la pandémie de Covid-19, vous avez pris la parole pour affirmer votre engagement envers la communauté montagnarde. Vous avez adapté Snell Sport, consolidant ainsi son rôle central à Chamonix. Aujourd'hui, vous continuez à faire vivre cette aventure avec passion et détermination. Vous inscrivez Snell Sport dans une dynamique durable qui répond aux enjeux environnementaux actuels, assurant ainsi sa durabilité et sa responsabilité envers la montagne et ses passionnés. Vous êtes bien renseigné. C'est un peu terrifiant, mais très intéressant. Alors, on le dit dans ce parcours de vie, 4e génération d'une institution chamoniarde. Vous l'avez vécu, vous la vivez, vous vivez la montagne, vous vivez l'activité de la montagne par cette institution. Comment vous voyez aujourd'hui cette activité évoluer? C'est vrai que j'ai peu de recul, on va dire, par rapport à d'autres acteurs qui sont là depuis plus longtemps que moi. Moi, ça fait vraiment 4 ans que je suis dans l'industrie. Et c'est vrai que déjà, en 4 ans, il y a énormément de choses qui ont changé à Chamonix. Bon, bien sûr, un changement d'environnement qui se fait tous les jours, on va dire, les glaciers, etc. Ça, on n'en parle jamais assez. Mais au niveau de la clientèle aussi, vraiment un gros changement en 4 années. Donc nous, on essaye de s'adapter, comme vous l'avez bien dit, pour rester 90 ans de plus. On va en reparler juste après. Je voudrais qu'on regarde quelques réactions prises dans la rue de Chamonix il y a 2 jours. Est-ce que vous êtes sensible à l'éco-conception des marques de montagne? Pourriez-vous acheter un produit plus cher, un produit éco-responsable, made in France? Mountain Changemakers vous pose la question. J'essaye quand même pour limiter l'impact, mais après, c'est pas forcément le premier argument, mais c'est un argument à prendre en compte. Ouais. Oui, tout à fait, c'est normal. En montagne, en plus, l'environnement est super important, donc il faudrait des vêtements éco-responsables tout le temps. On essaye d'y faire attention. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Si c'est fait français et plutôt écologique, c'est toujours bien de le faire quand on peut, en tout cas, quand on a les moyens. Ouais, plutôt. Après, de la seconde main, je considère que c'est aussi pas mal de l'éco-conception. Ouais. Mais s'il y a des marques qui s'engagent et qui essaient de faire quelque chose de français, c'est encore mieux. Quelque peu. Voilà. Ça veut dire quoi? Un petit peu, oui. Je peux être intéressé. Dans la mesure du possible, oui. Oui, quand même. C'est surtout quand on pratique la montagne, quand on y est un peu tous les jours. Moi, j'ai la chance, j'habite à Chamonix. Donc vraiment, je vis dans cet environnement-là et on le voit, le réchauffement climatique. Alors c'est vrai que si les marques de montagne peuvent faire cet effort-là, c'est peut-être pas l'argument principal pour acheter cette marque-là, mais c'est des choses qui vont impacter et qui vont jouer sur notre décision, en tout cas, d'acheter cette marque ou une autre. C'est un sujet qui m'intéresse et effectivement, quand je dois acheter un nouveau produit, je m'intéresse aux matériaux qui sont utilisés et quand c'est effectivement des matériaux durables, éco-conçus, je vois qu'il y a beaucoup de recyclage dans les nouveaux sacs de montagne par exemple, c'est quelque chose qui me touche et je suis prêt à mettre un petit peu plus effectivement pour acheter un produit qui est éco-responsable. J'aurais du mal à comprendre qu'il soit plus cher s'il est fabriqué en France. Si on arrive à remettre comme il faut nos industries en route. Moi, je suis prêt à le faire, mais je pense pas que tout le monde l'est, pour le coup, parce que la montagne, c'est un sport qui est assez cher, pour le coup, déjà, je trouve, et tout le monde ne peut pas se permettre, je pense, de mettre plus cher dans les marques de montagne, mais je pense que ça a du sens quand même. Vraiment, je ne suis pas sûr. Pour moi, ça, c'est pas la question. Ça dépend de la qualité du produit. C'est la chose plus importante. Oui, clairement. Parce que je peux déjà. Et que c'est quand j'achète un nouvel objet ou un nouveau vêtement, je sais qu'il y a quand même un impact écologique et c'est de le limiter, quoi. Pourriez-vous acheter plus cher un produit éco-responsable, made in France et recyclable en fin de vie? Oui, tout à fait. Vous le faites déjà ou Actuellement non, parce que je récupère mes vieux trucs, mais c'est bien aussi. Et surtout, je sais pas qu'est-ce qui est éco-responsable et recyclable en fin de vie à l'heure actuelle pour les vêtements de montagne, quoi. Après, il y a des marques qui sont quand même bien engagées.
Sans doute, mais je les connais pas. Ou alors peut-être qu'ils communiquent peut-être pas assez dessus à l'heure actuelle dans les médias. Bah, ça dépendra du prix évidemment, mais si c'est rajouter entre 50 et 100 euros pour avoir un truc vraiment local, en plus souvent quand c'est local, le service après-vente aussi, tout ça va avec, oui, moi ça me choque pas. Hein. Je pourrais acheter plus cher, moins du coup, mais peut-être un jour. Une réaction à tout ça, enfin en tout cas on parlait justement avant ce micro-trottoir de l'évolution de la clientèle et de l'attente de la clientèle. Alors il n'y a sûrement pas que le sujet éco-conception qui est très marqué là, je pense. Mais si on poursuit sur ce sujet justement d'évolution de la clientèle, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Par rapport au micro-trottoir, en tout cas, je pense qu'il y a plein de grandes thématiques dans ce micro-trottoir. Je pense qu'il y a déjà une vraie grande différence entre tout ce qui est matériel de montagne et tout le textile. Parce que le matériel de montagne, mine de rien, on va déjà chercher la sécurité, la performance, la durabilité. Donc là, pour moi, l'éco-conception, c'est pas forcément, on va dire, un argument premier. Quand on achète une corde, on se dit pas est-ce qu'elle est recyclable, on se dit est-ce qu'elle va me sauver la vie si j'ai un problème. Donc ça, pour le moment, c'est pas quelque chose qui peut trop rentrer dans la balance, ou en tout cas l'argument premier. Après, pour le textile, c'est sûr que c'est différent. Et il y a des marques qui font beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de greenwashing. Parce que c'est très tendance au final l'éco-conception, mais on va dire qu'il n'y a pas énormément de marques qui sont vraiment, vraiment engagées. Et après, on parle aussi beaucoup du Made in France, mais pour moi, du Made in France sur une grosse marque comme North Face, ça n'a aucun intérêt parce qu'elle ship partout dans le monde, elle produit pour plein de pays. Donc en fait, chaque pays devrait avoir son usine et ce serait encore plus polluant. Donc des fois, on diabolise tout ce qui est en Asie, mais si c'est bien fait en Asie et que c'est après pour avoir moins de parcours de la vie du produit, c'est peut-être mieux de le faire là-bas aussi, quoi. Pour revenir à la clientèle, est-ce que vous avez remarqué justement des questions différentes, une attente différente, des recherches différentes depuis les 4 dernières années dont vous parlez? Nous, on a une évolution de la clientèle à Chamonix vraiment vers du plus haut de gamme, donc c'est surtout ça. Avant, on avait des experts de la montagne qui venaient sur une semaine UCPA ou une semaine de ski et qui faisaient que ça, que du ski. Et maintenant, on a plus des gens qui viennent à la journée, sur 2 jours. On est de moins en moins technique, de plus en plus instagrammable, à notre plus grand malheur. Mais bon, voilà, c'est une évolution de la clientèle qui change. Et malheureusement, je ne pense pas que la clientèle qui a plus de pouvoir d'achat fait plus attention aussi à l'environnement. Il y a juste à voir, en allant derrière Snell Sport, on a le parking de Luta. Vous allez au parking de Luta un 26 décembre à 16 h. Je pense que vous ne voyez pas une voiture en dessous de 70 000 euros. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui vont prendre le train et faire attention aux produits qu'ils achètent, quoi. Est-ce que Snell Sport peut jouer un rôle et est-ce que vous, Olivia, vous avez envie justement de dire que vous pouvez jouer un rôle dans une meilleure éducation, un meilleur conseil pour pratiquer la montagne? Je pense que ce qui est intéressant dans l'industrie textile, en tout cas, c'est d'avoir des produits qui sont plus durables, qui sont réparables, qu'on peut garder plus longtemps. Ça vient aussi d'une éducation du consommateur qui va pas forcément se faire tenter tous les 6 mois par une nouvelle couleur, etc. Donc nous, on essaye de faire ça en sélectionnant des marques qui vraiment valent le coup. Si on achète une Gore-Tex, le bon prix, c'est pour la garder ensuite 10 ans et c'est pas pour acheter des vêtements du consommable qu'on va changer tous les 6 mois. Donc je pense que là-dedans, on essaye déjà de faire beaucoup. C'est vrai que moi, je suis plus engagée à titre perso, mais après, c'est un peu contradictoire et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, notre but, c'est quand même de vendre et que la boîte, elle tourne. Et il y a beaucoup de gens, au même titre que Patagonia, qui jettent la pierre en disant « vous pouvez pas parler d'écologie quand vous recevez des tonnes de fringues, on va dire, à vendre, quoi ». Donc, il faut juste sélectionner les bons produits et après, aider au mieux le consommateur à pouvoir les garder dans le temps, quoi. L'évolution des sports de montagne, ça aussi, il y a des évolutions marquantes? Alors, fort heureusement, on a toujours notre clientèle un peu corps passionnée, qui va faire des grandes voies, etc., très, très techniques. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais après, c'est sûr qu'on a de plus en plus de débutants ou de gens qui veulent découvrir des sports, quels qu'ils soient, et qui viennent sur 2 jours, ou alors pour cocher des choses à faire. J'ai fait le Mont Blanc, je coche. J'ai fait la cascade de glace, je coche. Ça, c'est vrai qu'on a de plus en plus, quoi. Les gens, quand ils viennent chez vous, vous avez un moyen de les influencer sur le fait de mieux préserver le territoire qu'ils vont utiliser? C'est assez compliqué. Honnêtement, non, je pense pas qu'on ait vraiment du poids là-dedans. Ou alors, si vous avez des idées, je suis preneuse. Est-ce qu'au niveau, à ce moment-là, de l'ensemble des acteurs économiques, vous arrivez à en parler peut-être entre vous et de peut-être avoir un peu plus de communication vis-à-vis des pratiquants? Nous, on essaye de communiquer à notre petite échelle. Donc, quand on fait des actions de promotion ou qu'on fait gagner des journées, on a déjà fait gagner des stages sécurité en montagne ou des choses comme ça. Donc, ça peut déjà un petit peu aider. Et après, c'est vrai que des fois, on met en avant des choses pour l'environnement ou pour la sécurité ou pour l'évolution des montagnes qui peuvent influer sur le client. C'est pas trop non plus notre cœur de métier, quoi.
Pour revenir sur un des points qui a été évoqué là, pendant le micro-trottoir, il y a cette notion de est-ce que on est prêt à acheter plus cher si on a l'impression ou si on est convaincu que le produit est plus responsable. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que les gens le disent et en fait ne le font pas? Je pense que les gens le disent et ne le font pas. En fait, il y a aussi la partie où on ne sait pas ce qui est vraiment plus responsable ou pas, parce qu'il y a tellement de greenwashing. Je sais que Patagonia, c'est un super exemple. Ils font vraiment des choses et ils sont engagés. C'est pas des mensonges. Mais à côté de ça, on a plein de présentations marketing avec des marques et ça commence toujours par l'environnement. Et au final, on ne sait pas si c'est du vent ou pas. Donc, je pense qu'il y a une personne dans la rue qui en a parlé, qui dit je ne sais pas quelle marque fait quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. Donc, ça, c'est dommage. Et après, nous, on a eu déjà le cas de marques qu'on faisait rentrer parce qu'elles avaient toute cette étiquette éco-responsable, fait en Europe, très technique, qui était plus chère, mais on s'est dit ça va passer, il y a plein d'arguments. En fait, c'est pas passé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que notre clientèle aussi, elle change. Avant, les gens venaient chercher des conseils et ils faisaient 100% confiance aux vendeurs. Aujourd'hui, ils viennent avec déjà une idée de ce qu'ils veulent acheter parce qu'ils ont vu sur Instagram. Et sur Instagram, les tendances, c'est pas forcément les choses les plus éco-responsables non plus, quoi. Donc, je dis pas qu'on est 100% fashion, mais il y a quand même les réseaux sociaux et l'influence, on va dire, du reste qui joue beaucoup dans l'achat consommateur. Ouais. En fait, c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que en fait, il faudrait déjà passer par des réseaux sociaux type Instagram pour que les gens puissent changer de vision un peu des choses. Ok. Après, encore une fois, il y a deux grandes catégories. Je pense que ça s'applique plutôt au textile et aux consommables. Et après, tout l'équipement, matériel de sécurité en montagne, ça, c'est encore différent. On va chercher d'autres arguments, donc d'autres caractéristiques. Vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique et des glaciers, où vous disiez on le voit tous les jours. Il y a une vraie prise de conscience, il y a un passage d'étape, et donc, vous concernant, il y a aussi un passage de génération, avec une institution, donc 4e génération. Qu'est-ce que vous auriez, vous, envie d'apporter, d'influer, de variation dans l'objectif de la société Snell? Donc moi, c'est vrai que je suis dans la nouvelle génération. Je pense qu'il y a aussi deux équipes dans la nouvelle génération. Il y a ceux qui font vraiment attention et qui sont conscients de notre terrain de jeu, mais aussi à l'échelle planétaire. Et après, il y a encore une fois ces gens qui veulent tout découvrir dans le monde, et j'en ai fait partie. Maintenant, ça a un peu changé, mais en fait, on a tellement de facilité à prendre l'avion maintenant pour un week-end à Madrid ou un week-end à Amsterdam avec des amis, peu importe. C'est tellement facile et ça va tellement vite qu'on ne se rend pas compte après de l'impact qu'on a. Si on pouvait, on va dire, faire prendre conscience à ces jeunes que oui, c'est super un week-end à Amsterdam, mais au final, en faisant un peu moins d'avion, on pourrait faire des choses tout aussi chouettes, ce serait vraiment bien, quoi. Vous pensez qu'on on ne préserve bien que ce qu'on connaît bien? C'est-à-dire qu'en fait, plus il y aura de gens qu'on pourra amener à pratiquer des sports de nature, et plus ils auront conscience du bien à préserver? Ouais, je pense. Je pense que c'est comme, mine de rien, c'est comme quand on vend un produit. Si on l'a testé pendant 10 ans, on saura mieux en parler, on saura mieux le conseiller. Donc, nous, on aime bien former, essayer les produits. Et au final, ça, c'est un peu pareil. Quelqu'un qui va venir voir la mer de glace et qui va voir, parce qu'ils ont fait quelque chose de très bien, où on voit le recul avec les années, avec des petites plaquettes, etc. Quelqu'un qui voit ça, il va forcément ensuite, en rentrant chez lui, se dire, oh là là, quand même, il va peut-être avoir, mine de rien, un peu plus conscience de tout ça que quelqu'un qui est dans sa ville et qui voit vraiment aucune différence, quoi. Donc, à mon avis, au plus on est en montagne ou au plus on est dans la nature, quelle qu'elle soit, au plus on se rend compte qu'il faut y faire attention. Si on s'écarte un tout petit peu de la nouvelle dirigeante de Snell, mais qu'on parle à la jeune fille qui a grandi à Chamonix, vous la voyez évoluer comment, cette vallée? Vous aimeriez, ou vous aimeriez en tout cas, qu'elle évolue comment, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur? Bah, c'est vrai que nous, on vit du tourisme, donc on ne peut pas non plus se couper du tourisme, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir un tourisme plus responsable, plus d'éducation, pas que ce soit juste des gens qui viennent et qui repartent pour faire des photos et encore une fois faire une randonnée. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de sensibilisation, que le touriste qui vient, au final, reparte avec quelque chose qu'il ait appris, qu'il soit conscient pour améliorer ce qu'il fait au quotidien. Ça serait génial. Mais encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de la personne qui vient, dans quel état d'esprit elle est, quoi. Est-ce que vous pourriez justement, encore une fois, avec cette nouvelle génération, et vous n'êtes pas toute seule, jouer un peu un rôle là-dessus? C'est-à-dire on a peut-être, dans une vallée comme Chamonix, avec le symbole qu'est Chamonix, un rôle d'éducation à jouer, et même si c'est à petits pas par petits pas, on doit essayer de cranter ce côté un peu plus pédagogique. Ouais, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire. Depuis 1 an et demi, on a créé à Chamonix un fonds de dotation qui s'appelle 1% Mont Blanc. Et le but, c'est de toucher justement le visiteur consommateur comme une sorte de taxe
pour ensuite que tout ce qui soit collecté puisse resservir à des associations, des ONG locales et qui puissent servir. Donc ça s'appelle 1% Mont Blanc pour qu'à terme on puisse toucher l'Italie et la Suisse, mais que justement cet impact du tourisme ait un impact positif ensuite sur des activations locales et des choses positives pour la vallée, quoi. On s'écarte un tout petit peu de l'environnement, mais quoique, on parle de sensibilité. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a assez de femmes en montagne, enfin en tout cas dans les organes de gouvernance ou de direction ou qui peuvent influer? Ça fait longtemps qu'on travaille en montagne, on a du mal finalement à avoir une parité, on n'en parle même pas d'ailleurs, mais même un équilibre lointain d'invités et donc dans des milieux un peu de direction ou en tout cas d'influence. Est-ce que ça avance un peu? Est-ce que vous aimeriez faire avancer ça? Bah, moi, j'aimerais. Après, à Chamonix, c'est très compliqué. Comme vous dites, il y a beaucoup d'hommes. C'est un milieu qui est très technique. On va dire que c'est aussi une petite vallée. Donc, il faut éviter de trop se mouiller avec certaines personnes. Sinon, moi, je suis cataloguée pour toute ma vie. Mais il y a aussi le fait que je sois sportive, mais je ne suis pas guide. J'ai pas beaucoup de compétences en montagne, même au contraire. Et donc, je pense qu'il y a certains aspects sur lesquels je ne suis pas légitime, en fait, pour en parler. Donc, j'essaye de faire avancer les choses à ma petite échelle en tant qu'habitante de la vallée et commerçante. Mais je ne pense pas que je puisse changer les choses vraiment pour l'aspect montagne. Et à mon avis, il y a des femmes guides qui sont mieux placées que moi pour parler de ça. Les événements sportifs, évidemment tout le monde pense à l'UTMB, mais il n'y a pas que l'UTMB évidemment. C'est quoi votre regard là-dessus? Vous êtes et impliqué, et spectateur, et acteur de Chamonix. Comment vous voyez ces événements? J'adore l'UTMB. En fait, il y a 2 équipes à Chamonix. Il y a ceux qui détestent et qui partent pendant la semaine de l'UTMB. Il y a ceux qui adorent. Pour moi, comme j'ai fait du sport et du trail, c'est une super belle messe, comme on l'appelle. Mais bon, c'est vrai que ça a un impact. Je pense qu'ils font beaucoup de choses pour essayer de limiter. Mais enfin, faut pas se leurrer, c'est une course internationale. On aura beau limiter tout ce qu'on veut. C'est des gens qui prennent l'avion pour venir courir sur un week-end. Mais après, ça peut être aussi un bel axe de justement sensibiliser et éduquer. À mon avis, ils ont encore plein de choses à faire. Je ne suis pas contre ces événements, je pense juste qu'il faut que ça soit un peu rationalisé et que ça ait un but aussi pour servir les intérêts de la vallée. Le micro-trottoir qu'on a fait sur les sujets événements et tourisme d'ailleurs en général sur Chamonix qu'on a diffusé ce matin, souvent revient le côté il faut avoir des touristes, mais là c'est trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des périodes où c'est vraiment trop, ouais, c'est trop. Après, malheureusement, bon, on attire, c'est super, il y a une vraie attractivité pour Chamonix, donc c'est des effets de masse, c'est des effets de foule. Je pense pas qu'on puisse limiter ça, mais il y a vraiment des points clés dans l'année où c'est trop et tout le monde le sait et tout le monde le dit, mais malheureusement, on peut pas limiter en fait le nombre de gens qui viennent dans la vallée. Et on est une vallée, donc on est limité en route, en parking, en effectif et on est quand même une vallée avec une forte saisonnalité. Donc, on a des pics, justement, où on étouffe complètement. Et ensuite, on a des basses saisons où il y a plus personne, entre guillemets. Je reviens au métier de Snell sur la partie seconde main ou sur la partie réparation, enfin, sur toutes ces notions dont on entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce que vous souhaitez les faire évoluer? Comment ça se passe? Il y a quelques marques qui sont vraiment en avance sur les SAV réparations. C'est un peu comme les actions environnementales. Il y a des marques qui se démarquent, justement. Après, pour la majorité, le SAV, etc., c'est vraiment pas une priorité. Et c'est vraiment regrettable parce que même en tant que consommatrice, si je sais que j'ai un problème et qu'en 2 semaines, c'est réglé, bah, j'aurais beaucoup plus confiance en achetant la marque. Nous, il y a des SAV des fois qui prennent 5-6 semaines. On doit renvoyer la chaussure en Chine pour qu'elle soit réparée. Et des fois, la réparation, c'est bien, mais si ça nécessite d'envoyer la chaussure en Chine, qu'elle revienne en France, bah, c'est pas non plus le plus éco-responsable. Donc, c'est vrai que la durabilité, c'est ce qui doit être privilégié. Il y a des marques qui le font très bien. Le distributeur Plein Nord, distributeur de Scarpa, ils ont un atelier, ils ressemellent les chaussures à Annecy, etc. Donc ça, c'est vraiment carré, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais il y en a plein pour qui c'est encore trop compliqué et pas assez poussé, quoi. Snell Sport dans 10 ans? La question à 1 million. Des mots qui qualifient Snell Sport dans 10 ans? J'aimerais qu'on reste sur notre ADN corps, donc vraiment qu'on reste dans le technique, qu'on ait toujours une équipe de passionnés, de gens qui pratiquent au quotidien. Ça serait l'idéal. On a toujours ce côté humain, on est une entreprise 100% familiale, donc déjà garder nos valeurs, ça serait idéal. Et ensuite, on a encore beaucoup de choses à faire sur le côté qualitatif, donc expérience client. On a plein de choses à améliorer sur le côté environnemental. Donc, on va dire que ça va être des petits chantiers qui ne vont pas forcément se voir de l'extérieur, mais qui vont avoir après un impact sur le plus long terme, en interne. Je vais vous demander de réagir, enfin de regarder des images qu'on va vous passer. Je ne vous poserai pas de questions, je vous laisse juste réagir aux images.
J'étais 2 jours avec Patagonia en montagne hier et avant-hier. Donc on est allé skier sur le glacier d'Argentière. On a eu une discussion sur tout ce qu'eux faisaient. Et c'est vrai que même moi, dans l'industrie, je ne savais pas qu'il y avait tellement de choses qui étaient mises en place. Et je me suis dit, mais nous, on pourrait tellement axer différemment. Par exemple, on aide des expéditions pour des ouvertures dans le Pakistan ou des choses comme ça. Et je me suis dit, il faut même qu'on change notre façon de penser à comment on donne, pourquoi on donne en fait. Et ça, c'était tout frais, donc je ne peux pas vous sortir les solutions tout de suite. Mais ouais, en fait, il y a tellement de choses à faire pour déjà essayer de régler la cause du problème, quoi. 2030, ouais. Je suis pas pour ni contre, mais il faut que ça soit bien fait. Et je pense que même eux ne savent pas comment régler certains problèmes. Donc c'est un peu difficile de juger, sachant que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, quoi. Bah pareil. Ça, c'est difficile parce qu'encore une fois, tout à l'heure, on parlait de les gens, il faut qu'ils viennent en montagne pour se rendre compte, les clients, se rendre compte de ce qui se passe. Et en fait, ça, on voit des images, on voit ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'on s'en rend pas compte. Et il y a que les gens qui sont là-bas qui peuvent voir vraiment l'impact que nos vies, on va dire, ont, quoi. Merci Olivia. Merci à vous. C'était parfait, super, merci.